Les coureurs français se distinguent au championnat du monde de cyclisme à Montréal. Après une longue échappée de Campaner, c'est Thévenet qui a pris la tête. Diverses cérémonies ont marqué le 30e anniversaire de la libération de Paris. Nous vous présenterons des documents émouvants sur l'ouverture des prisons le 25 août 1944. Rochefort, 4 jours après l'affrontement violent entre les partisans d'Édouard Leclerc et ceux de Gérard Nicou. C'est une enquête de nos envoyés spéciaux. Grand Prix de Deauville avec un tiercé à suspense. Admetus avait passé la ligne le premier, mais il a été déclassé au profit d'Ashmore. Combinaison gagnante, 14-2-8. 14-2-8. Et nous attendons les rapports. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Que vous l'ayez passé sur la plage, à la campagne ou ailleurs, ce dernier dimanche du mois d'août vous a fait regretter sans doute que les vacances se terminent. Dans l'ensemble du pays, il a fait beau et chaud. Bref, un temps à penser à tout, sauf à la prochaine reprise du travail. Encore, je le sais, que tout le monde n'ait pas la chance d'être en vacances en ce moment. Consolez-vous en tout cas en sachant qu'une soixantaine de coureurs cyclistes sont en train de mouiller leur maillot sur les routes du Canada. À Montréal aussi, le soleil est très chaud, surtout en ce moment, car il est à peu près 3 heures de l'après-midi. Et puis, c'est une satisfaction d'amour-propre pour les supporters de l'équipe de France. Bernard Thévenet est seul en tête avec 2 ou 3 minutes d'avance sur le peloton. L'arrivée est encore assez loin, mais on se prend à espérer un exploit qui est attendu depuis 12 ans. Depuis Stablinski en 62, jamais en effet un Français n'a remporté le championnat du monde des professionnels cyclistes. Mais n'anticipons pas et essayons de rejoindre notre envoyé spécial à Montréal, Jean-Michel Leliot. Vous avez pu constater pendant les titres que nous n'avions pas d'image du Canada. Est-ce que le faisceau est maintenant rétabli? Je l'espère. À vous. Je ne sais pas si vous avez des images, car on parle beaucoup d'un satellite qui aurait, paraît-il, disparu dans le ciel et qui vous priverait donc d'images en Europe. Mais je vous tiens quand même au courant de la situation. Pour l'instant, Thévenet, parti au 148e kilomètre, après un exploit de Campaner qui a mené une échappée solitaire de près de 120 km. Je dis bien donc que Thévenet, retrouvé, qui avait abandonné au Tour de France, se retrouve à 50 km de l'arrivée, au 212e kilomètre de course, alors que la température devient un peu plus clémente, se retrouve avec 2 minutes 39 secondes d'avance sur ce peloton que vous voyez peut-être emmené par Merckx avec Poulidor, le chien de garde qui est juste derrière, et un peloton comprenant 12 hommes. Je vous les cite rapidement. Merckx, Van Springel, Martens qui à un moment a tenté une échappée avec l'italien Conti. Conti a lâché Martens qui a attendu ses équipiers, c'est-à-dire Merckx et Van Springel, pour essayer de revenir sur Thévenet. En fait, il n'a pas pu et Conti lui aussi a été réabsorbé par le groupe de contre-attaque. Donc Thévenet pour l'instant en tête avec 2,39 d'avance sur 3 Belges, Merckx, Van Springel, Martens. 3 Français, Martinez, Poulidor, Guillaume qui font la course d'équipe et protègent Bernard Thévenet. 4 Italiens, Moser, Battaglin, Sant'Ambrogio, Chianti, qui n'ont l'air d'avoir qu'une directive de leur directeur sportif, c'est de suivre la route de Merckx. Ils ne se méfient pas pour l'instant trop de l'échappée de Thévenet. Martos et Perurena, 2 Espagnols. À 4 minutes 35, c'est dire que les carottes sont cuites, on peut le dire. Arrivait un premier groupe composé de Fabry et de Tabac. À 6 minutes 50, un deuxième groupe composé de l'ex-détenteur du maillot arc-en-ciel Gimondi, Chan, Talbourdet et Missac pour parler des Français. Il reste à peu près une trentaine de coureurs en course. Au fil des tours, ce nombre s'amenuise petit à petit. Mais pour l'instant, le suspense, si vous êtes cardiaque et français au Québec, eh bien le cœur aujourd'hui en prend un coup, comme l'on dit, puisque Thévenet, à 50 km de l'arrivée, possédait 2 minutes 39 secondes d'avance. Il reste maintenant à peu près 42 km, en espérant que le travail de sape fait par Martinez, Poulidor et Guillaume dans l'échappée de contre-attaque, emmenée par Merckx et Martens en particulier, et les Italiens Moser, Sant'Ambrogio et Battaglin, eh bien que ce travail de sape puisse permettre à Thévenet de poursuivre sa longue échappée. Arrivé aux environs, dans une heure à peu près, aux environs de 20h45, mais nous vous retrouverons au cours de Sport Dimanche. À vous Paris. Ah, ce faisceau est capricieux. Ce faisceau image avec le Canada s'est rétabli au moment où Jean-Michel Leliot n'avait plus rien à nous dire puisqu'il terminait son commentaire. Enfin, l'important, c'est que Thévenet, lui, ne craque pas. Et comme Jean-Michel Leliot vous l'a dit, nous le retrouverons au cours de Sport Dimanche. À l'heure de la grande rentrée, dans quelques jours donc, on se souviendra que l'affrontement Leclerc-Nicou a rompu la trêve économique et sociale de la fin août. Au-delà d'une bataille de rue violente à Rochefort, ce sont en définitive 2 conceptions de la vente aux consommateurs qui sont en opposition. Le problème n'est pas nouveau, mais l'explosion de Rochefort a tout de même surpris. On ne pensait pas que les partisans d'Édouard Leclerc et ceux de Gérard Nicou avaient atteint un tel degré d'exaspération. Il est vrai que la personnalité des 2 hommes a donné une dimension particulière à cet affrontement.
Avec quelques jours de recul, nos envoyés spéciaux à Rochefort ont cherché sur place les raisons de la colère. Aujourd'hui à Rochefort, c'est la trêve entre petits et gros commerçants, mais une trêve rendue fragile par les menaces des deux protagonistes, Nicou et Leclerc. Rappelons l'historique de l'affaire. Mercredi soir, de violents incidents ont opposé les partisans du centre Leclerc, un magasin à grande surface, et les petits commerçants du Sidunati. Et depuis, une simple étincelle peut remettre le feu aux poudres. Les esprits restent échauffés et le dialogue de sourds est total entre les deux parties, chacune persuadée d'avoir raison. D'un côté, Gérard Guillet, ancien épicier, aujourd'hui directeur d'un centre Leclerc de 1700 mètres carrés. Ayant agrandi son magasin sans autorisation, il a été condamné à 10 jours de prison ferme pour bris de scellés apposés à son nouveau bâtiment. Je m'oppose à la municipalité parce que cette municipalité, principalement à Rochefort, est sous, disons, l'égide du Sidunati. Et on comprend difficilement qu'une municipalité comme ça peut être jugée partie dans une affaire telle que la mienne. De l'autre côté, le Sidunati, et à sa tête Jean-Claude Louis, un restaurateur déterminé à faire respecter la loi. Dans le domaine du centre Leclerc Rochefort, nous lui reprochons d'avoir adjoint à ce qui existait déjà une construction de 1000 mètres carrés sans aucune autorisation, ni de l'équipement, ni de la mairie, ni de la commission d'urbanisme. C'est dangereux parce qu'évidemment ça crée un précédent. La municipalité, devant la soudaineté, la violence des derniers événements, ne remet pas en cause son attitude, bien au contraire. En novembre 72, nous avions déjà eu une demande et nous avons donné avis favorable, rejet par l'équipement, pour des raisons techniques. En juin 73, dépôt d'un dossier COP, nous donnons un avis favorable après avoir réuni une commission extra-municipale et malgré les positions négatives du conseiller général et du député de la circonscription. Nous arrivons en octobre 73. En octobre 73, nouveau dépôt d'un dossier par M. Guillet, mais nous sommes en pleine loi Royer qui se discute au Parlement et il n'est pas pensable qu'en novembre 73, nous prenions une position sur un sujet qui est en train de défrayer la chronique tant à l'Assemblée qu'auprès des différents groupements. La loi Royer a créé les commissions d'urbanisme départementales. Leur but, être un arbitre à l'échelon local. Cependant, il est trop tôt pour faire un premier bilan. Leur création date seulement de quelques mois et de très nombreux dossiers sont encore à l'étude. De plus, les commissions d'urbanisme sont très critiquées par les intéressés eux-mêmes. Ainsi, les responsables des grandes surfaces remettent en question le principe même des commissions. Ils réclament même l'abrogation totale de la loi Royer. La loi Royer, c'est le retour au corporatisme de 1789, c'est-à-dire avant la Révolution, et ceci, nous pouvons l'accepter. C'est-à-dire, vous voulez dire que c'est un frein, un arrêt à la libre concurrence? C'est un arrêt à la libre concurrence, d'une part, et d'autre part, le consommateur n'a pas la parole. Or, c'est lui, en premier chef, qui est intéressé. Le Sidunati, en revanche, défend la loi Royer, même si, toujours d'après ce mouvement, cette loi devrait subir quelques modifications. Je ne crois pas que la loi Royer soit une entrave à la liberté du commerce et qu'elle soit contradictoire à la loi Chapelier. Au contraire, je pense qu'elle est un complément de la loi Chapelier. Elle est surtout un régulateur. Les commissions d'urbanisme mises en place empêchent l'anarchie des grandes surfaces, rééquilibrent, si vous voulez, le système de la distribution à travers le territoire. Vincent Squer, le ministre du Commerce et de l'Artisanat, ne cache pas qu'une adaptation de la loi Royer, et en particulier qu'une révision des commissions d'urbanisme départementales, soit nécessaire. Il réclame seulement un temps suffisant pour une première mais indispensable expérience. C'est tout le problème des circuits de distribution qui se trouvent brutalement posés. 25 millions de consommateurs sont concernés. Pour ceux qui rentrent ou qui sont déjà rentrés, la reprise de contact avec l'actualité politique sera rapide. Mardi, le président de la République s'adressera aux Français à la radio et à la télévision. L'allocution de M. Valéry Giscard d'Estaing, point fort de la prochaine semaine, devrait, au-delà du bilan des réformes déjà entreprises, droit de vote à 18 ans, réforme pénitentiaire par exemple, donner les réponses aux questions que pose la rentrée de septembre. Lutte contre la vie chère, la situation des agriculteurs, les difficultés des petites et moyennes entreprises et leurs conséquences sur le maintien de l'emploi.
Le président de la République aurait également l'intention, mardi soir, de dire aux Français comment il envisage la poursuite de la transformation de la société française. Mercredi, ce sera bien sûr le Conseil des ministres. On y débattra là aussi de la transformation de la vie des Français à travers leur environnement. Monsieur Jarraud, le ministre de la qualité de la vie, doit y présenter une communication importante sur l'environnement, le tourisme, la jeunesse et les sports. Et puis, à l'issue de ce Conseil, on devrait connaître les noms des 60 personnalités nommées par le gouvernement, dont 20 sur proposition des groupes socio-professionnels au Conseil économique et social. On sait que des femmes seront sur la liste, ainsi que des personnalités étant connues comme plus favorables à la gauche qu'à la majorité. À cet égard, le nom de M. Pierre Uri est souvent cité. Côté opposition, ce sera aussi la reprise avec mercredi la conférence de presse de M. Marchais. Le secrétaire général du Parti communiste répondra bien sûr à l'allocution du président de la République et traitera des problèmes d'actualité. Côté syndicat, on ébauchera les préparatifs de la rentrée avec la rencontre CGT-CFDT. Messieurs Segui et Maire essaieront d'élaborer une stratégie commune qui, dès le début septembre, devrait déboucher sur des actions importantes contre l'inflation. À l'étranger, dans la guerre de Chypre, M. Waldheim a pris à Henry Kissinger son bâton de pèlerin. Tout le monde a remarqué la discrétion et l'embarras du chef de la diplomatie américaine dans cette affaire. Alors ce n'est sans doute pas par hasard que le secrétaire général des Nations Unies a soudainement l'initiative des opérations. M. Waldheim, qui était à Athènes ce matin, s'est rendu ensuite à Nicosie, avant d'aller à Ankara. Il s'agit, a-t-il dit à Athènes, de faire démarrer rapidement des négociations, peut-être sous la forme d'une large conférence internationale comme l'ont proposé les soviétiques. Par ailleurs, M. Waldheim reconnaît qu'il faut revoir la mission de l'ONU à Chypre, l'invasion turque ayant, selon sa propre expression, modifié les données du problème. Les Cypriotes des deux communautés ont été certainement les premiers à s'en apercevoir. Voici comment la minorité turque a accueilli l'arrivée des troupes envoyées par le gouvernement d'Ankara. Ce n'est plus qu'un chaos politique et militaire. Sur tout le nord de l'île, l'armée turque pèse de tout son poids, de toute sa force, de toute sa puissance. Le vrai pouvoir, c'est elle. Seul ce secteur occupé par l'armée est relié en permanence au reste du monde. Un couloir maritime alimente sans cesse le corps expéditionnaire. Quotidiennement, des navires chargés de vivres et de munitions, de médicaments ou de matériel quittent les ports du sud de la Turquie pour rejoindre Kyrenia, la tête de pont établie au nord de l'île. Les Turcs sont là pour longtemps. Ils sont 40 000 militaires turcs, une véritable armée qui occupe maintenant le nord de Chypre, une armée qui ne se considère pas comme une armée d'invasion ou d'occupation, mais comme une armée libératrice des Chypriotes turcs. Il est vrai que les Chypriotes d'origine grecque, 80% de la population, tenaient en lisière la minorité turque. Les Grecs monopolisaient le pouvoir aussi bien politique qu'économique. Les Turcs de l'île se sentaient non seulement méprisés, mais parfois menacés. En position d'assiégés, ils vivent souvent à l'intérieur d'une citadelle au milieu de la vieille ville. Ainsi, à Famagoust, plus de 10 000 Chypriotes turcs ont dû subir un siège de près d'un mois, sans ravitaillement, sans médicaments, sous un déluge d'artillerie, bilan 350 blessés, 30 morts qu'il a fallu inhumer sur place. Dans ces conditions, pour toute cette communauté, il est évident que l'intervention de l'armée turque, c'était une libération. Avant l'arrivée de l'armée turque, la situation des Chypriotes turcs était très inconfortable, parce que nos compatriotes grecs, pendant 11 ans, ont été traités comme des citoyens de seconde zone. Aussi, nous sommes contents de voir l'armée turque ici. L'armée turque qui nous sauve des massacres. Il n'est pas question que nous adoptions aujourd'hui la même attitude vis-à-vis des Grecs, parce que les Chypriotes turcs
ont toujours été des libéraux. Libération ou revanche, partage ou spoliation. La guerre est encore trop proche pour que l'on puisse en préjuger. Mais comment ne pas entendre l'accusation silencieuse que lance chacun de ces villages grecs désertés? Maisons aux portes ouvertes, véhicules abandonnés en travers de la rue, capturés, expulsés par les Turcs, chassés par la peur. Chaque village a son drame, mais tous ont cessé de vivre. Tragique ironie, sur tous les murs de ces villages s'étalent les slogans appelant à l'énosis, l'union avec la Grèce. Cette union à laquelle bien des chypriotes grecs ont cru le 15 juillet lors du coup d'État contre le régime Makarios. Après avoir vécu les difficultés de la coexistence, Grecs et Turcs mesurent maintenant les dangers de l'intransigeance. Éthiopie, l'empereur Haïlé Sélassié continue d'être la cible des militaires. Tous les palais qu'il possède à travers le pays, il y en a 14, seront désormais considérés comme propriété de l'État. Les militaires ont également supprimé le ministère du palais, qui était le dernier organisme sur lequel l'empereur exerçait son pouvoir. Le roi des rois n'est plus aujourd'hui qu'un homme isolé. Les négociations entre le Portugal et le PAIGC, parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et des îles du Cap-Vert, prendront fin demain à Alger. Les deux parties signeront un document qui porterait sur le transfert des pouvoirs en Guinée-Bissau aux dirigeants du PAIGC. Cette signature sera marquée par une cérémonie officielle à laquelle assistera probablement le président Boumedienne. Nouvel essai nucléaire français dans le Pacifique, c'est ce qu'annonce le gouvernement de la Nouvelle-Zélande. Paris ne confirme toujours pas. Cet essai, le 7e de la campagne, pourrait être le dernier pour cette année et le dernier dans l'atmosphère puisque les prochains tirs devraient être souterrains. Des cérémonies, une messe solennelle ce matin à Notre-Dame, des festivités, un feu d'artifice et un bal, hier soir, place de l'Hôtel de Ville, ont marqué le 30e anniversaire de la libération de Paris. Tout au long de cette semaine, nous avons évoqué les péripéties qui ont abouti à l'entrée de la division Leclerc dans la capitale. Parallèlement aux faits militaires et de résistance de la fin août 1944, les Parisiens de l'époque ont assisté à quelque chose de particulièrement émouvant. L'ouverture des prisons et des camps de fortune qui étaient alors aux mains de l'ennemi. Août 1944. 6000 personnes sont encore détenues dans les camps, les forts, les prisons de la région parisienne. Cette jeune fille de 19 ans en juillet 1944 abat un officier allemand. Avec 3 de ses hommes, elle attaque en gare de Belleville un train allemand. Torturée pendant un mois, elle est condamnée à mort et incarcérée à Fresnes. Aujourd'hui, Madeleine Riffaut raconte sa libération. La nuit, nous entendions le canon. C'était peut-être un canon très lointain, mais nous l'entendions quand même. Et toutes les amies que moi je ne voyais pas, puisque j'étais au mitard, j'étais au secret, les unes priaient la Sainte Vierge, car il y avait beaucoup de catholiques à cette période, les autres chantaient l'Internationale, mais enfin toutes supposaient qu'elles allaient être libérées à cause de ce bruit de combat. Et il n'en a pas été du tout ainsi. Le 15 août, les plus inculpés, parmi lesquels je me trouvais à ce moment-là, bien que condamnés à mort, ont été toutes acheminées par le dernier convoi à la gare de Pantin vers Ravensbrück. Et je suis très émue d'être là à leur place, parce que je ne devrais pas être là. J'étais la plus inculpée. Et moi, je suis sauvée. Elles sont toutes mortes. Quand j'étais otage de transport avec Anne-Marie, une fille d'intelligence service, condamnée à mort également, ces femmes du wagon dans lequel nous étions nous ont aidés à nous évader. Elles savaient que nous allions mourir et elles pensaient qu'elles pouvaient s'en tirer. Nous avons été reprises immédiatement et ramenées à Fresnes, alors qu'elles sont parties, la plupart, vers leur mort. Le 18, nous avons entendu des cris de joie, presque hystériques.
c'était les autres inculpés, enfin, qui étaient libérés. Quant à nous, on est venu nous chercher. Il y avait là M. Nordling, entre autres, et nous avons été délivrés ce soir-là, vers 10 h du soir. Pas très glorieusement, parce que moi je me souviens que, comme les Allemands qui étaient présents voulaient nous assassiner avant notre départ, je me collais derrière Nordling, comme je ne me suis jamais collé derrière personne. Consul de Suède, représentant d'un pays neutre, Raoul Nordling s'était attaché à sauver les détenus politiques. Pour cela, il rencontrait souvent le général von Choltitz, gouverneur allemand de Paris. Von Choltitz était très impressionné par sa visite auprès d'Hitler quelques jours plus tôt. Et il a dit à Nordling, « J'ai l'impression que nous sommes commandés par un fou ». Et c'est sur cette impression que Nordling a immédiatement fait une pression régulière, tous les jours. Après plusieurs rencontres avec von Choltitz, il a fini par obtenir une sorte de contrat que von Choltitz n'a pas voulu signer lui-même, mais qu'il a fait signer par un des principaux officiers de son état-major, et qui lui donnait le droit de prendre sous sa garde tous les prisonniers français. Quelques jours avant la libération, avec ce papier, Raoul Nordling tente d'arracher, prison après prison, les détenus politiques aux mains des Allemands. Arrêté avec 3000 juifs au cours d'une rafle, un avocat, Roland Fin, est resté à Drancy jusqu'au dernier moment d'août 1944. À partir du 17 août, l'atmosphère du camp était très pénible, car nous avions tout lieu de croire qu'il se passerait des choses abominables. Tous les internés du camp pouvaient être massacrés. Et nous avions cette impression, parce que le matin même, un détachement de l'armée allemande était venu occuper les locaux de la police judiciaire. Fort heureusement, il n'y a rien eu, et le 18 août, nous avons été libérés. Parmi les prisonniers juifs du camp de Drancy, il reste peu de survivants. 76 000 ont été déportés, ils ne sont pas revenus. Un rescapé des camps de la mort se rappelle l'enfer de Drancy. Voilà par où on rentrait, vous voyez. C'était pas aussi sympathique qu'aujourd'hui. Et voilà ce qu'on découvrait. Voilà le fameux camp. Rien n'était prévu. Tout était encore à l'état brut. Et vous étiez à partir de ce moment-là un interné du camp de Drancy qui allait fournir un maximum d'êtres humains pour le sinistre camp d'Auschwitz. Il y a eu deux périodes. La fameuse rafle du 20 août 1941, qui est l'ouverture du camp de Drancy. Chose nouvelle que l'on n'avait jamais encore connue, arrêter 4000 otages, les parquer ici, sans aucun soin, sans aucune nourriture, livrés à eux-mêmes, et la répression policière allemande et française. Et puis il y a la deuxième partie, c'est cette fameuse rafle du Veldiv du 22 juillet, où on a arrêté les femmes et les enfants. 30 ans après, je suis encore incapable de pouvoir vous décrire ce que j'y ai vu. Ces murs, s'ils pouvaient parler, vous parleraient d'une véritable apocalypse. Ces terrasses en béton résonnaient du corps des femmes et des enfants qui se jetaient des derniers étages pour se suicider. Tous les 2 jours, inexorablement, partiront des convois de 1000 personnes, enfants, femmes, vieillards, pêle-mêle, infirmes, aveugles. Tout part, tout s'en va vers Auschwitz. C'est l'extermination qui est en route. Et il y a même eu des convois où il n'y a eu que des enfants, séparés déjà au camp de leurs parents. Pour ceux qui sont restés, on comprend quels ont été le soulagement et la joie à voir entrer dans Paris ceux qui venaient libérer leur pays et les délivrer de 4 ans d'occupation. Pour eux, le cauchemar était terminé. Un bref retour à l'actualité de ce dimanche. En prélude à Sport Dimanche, que vous allez suivre dans quelques minutes, je vous rappelle qu'au championnat du monde de cyclisme sur route, le Français Bernard Thévenet, que vous voyez en ce moment, le faisceau image avec Montréal étant rétabli, est seul en tête. Il a 2 minutes 30 secondes d'avance sur ses poursuivants. Il est, si je ne m'abuse, à une 40aine de kilomètres de l'arrivée. Est-ce que Thévenet va devenir champion du monde 12 ans après Stablinski? Il est trop tôt encore, bien sûr, pour donner la réponse, mais il est permis d'espérer.